Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment implémenter le protocole SPI dans une carte à microcontrôleur. Aujourd'hui, on va voir comme application comment contrôler un potentiomètre numérique via le protocole SPI à travers un microcontrôleur. Et pour ce faire, on va utiliser comme microcontrôleur Arduino. Donc, dans le cœur est le microcontrôleur du constructeur Atmel. On va utiliser un potentiomètre numérique et bien sûr, on va utiliser quelques fils. Donc, avant de passer vers la partie pratique, donc je vais essayer d'expliquer un peu le principe ou l'objectif de cette application. Avant de commencer, on va tout d'abord expliquer c'est quoi un potentiomètre. Donc, vous connaissez bien sûr tous qu'un potentiomètre est une résistance variable dont on a trois sorties, trois broches. Donc, on a la broche A, la broche B et la broche au milieu, c'est la broche, on peut la nommer W. Et bien sûr, on a un curseur dont on peut contrôler la valeur de la résistance interne. Donc, le schéma équivalent de ce potentiomètre est le suivant. Donc ça, c'est une résistance variable dont on a trois sorties, A, B et W. Donc l'idée de cette application, c'est de remplacer complètement ce potentiomètre mécanique avec un potentiomètre qui est complètement digital, qui est complètement numérique. Donc ce protocole est contrôlé par un microcontrôleur via le protocole SPI. Donc déjà, nous avons vu dans la vidéo précédente que le protocole SPI, c'est un protocole de communication série, synchrone et full duplex. Donc je vais essayer rapidement de récapituler c'est quoi série. Donc série, ça veut dire que les informations sont transmises de manière série, ça veut dire un après l'autre. Synchrone, ça veut dire qu'en plus des signaux de données, on doit ajouter forcément un signal de synchronisation des informations entre l'émission et la réception. Et full duplex, ça veut dire que la transmission et la réception se font en même temps dans les deux sens. Donc, pour bien comprendre, on va prendre par exemple deux entités, A et B. Donc, pour assurer une communication série, synchrone, full duplex entre ces deux, en utilisant le protocole SPI, on doit utiliser au moins 4 broches. La première broche, c'est la pin MOSI. Donc, MOSI, c'est l'acronyme de Master Output Slave Input. Ça veut dire la ligne utilisée pour la transmission des informations du maître vers l'esclave. Et on va supposer que le A, c'est le maître. Le B, c'est l'esclave. La deuxième pin, c'est la pin orientée vers le maître qui s'appelle MISO. MISO, c'est pour Master Input Slave Output. Ça veut dire utilisé pour récupérer les informations de chez l'esclave par le maître. Et on a la troisième pin, c'est la ligne de synchronisation qui s'appelle le CLK. Donc cette ligne, elle est utilisée pour synchroniser les informations, ça veut dire les données, entre le maître et l'esclave. Donc la vitesse de transmission, elle est forcée par la vitesse de l'horloge, ou elle est imposée par le signal d'horloge. Et bien sûr, on a la quatrième et la dernière ligne, c'est la ligne SS bar. C'est pour slave select, on peut trouver dans la littérature la notation CS. C'est pour chip select. C'est pour sélectionner l'esclave. Donc la particularité du protocole SPI, c'est qu'il ne possède pas d'une technique pour l'adressage. C'est pour cette raison, il utilise la technique de sélection de l'esclave. Ça veut dire que pour adresser un esclave, on doit sélectionner ou on doit utiliser une pin complète pour forcer la sélection. Donc ce bar, il est utilisé pour indiquer que cette pin ou cette sortie, elle est active à l'état bas. Ça veut dire pour sélectionner, on doit mettre un 0.
pour désélectionner, on doit mettre un 1. Donc, elle est inversée. Donc, ça, c'est en grosso modo le principe de fonctionnement du protocole SPI. Donc, en plus des lignes de communication, on a les modes de fonctionnement. Donc, comme nous avons déjà vu, le protocole SPI, il utilise deux modes. Donc, pour configurer ces deux modes, on a deux bits. Le bit CPOL et on a le bit CPHA. Donc, sont respectivement pour clock polarity et clock phase. C'est pour configurer la polarité de l'horloge et configurer la phase de l'horloge. Donc, puisqu'on a deux bits, ça veut dire on a 4 combinaisons possibles. Et on a 0, 0, 0, 1, 1, 0, et on a 1, 1. Donc, chaque configuration ou chaque combinaison, elle est associée à un mode. On appelle ces modes le mode 0, le mode 1, le mode 2 et le mode 3. Donc, avant de commencer la programmation du protocole CAN, on doit forcément vérifier quel mode supporte l'esclave. De manière générale, tous les maîtres supportent à peu près tous les 4 modes, et généralement les microcontrôleurs. Par contre, les esclaves, ils ne supportent que 2 modes au moins. Donc, on doit tout d'abord vérifier dans la documentation technique les modes supportés par l'esclave, par exemple dans ce cas B, et configurer le même mode dans le maître, qui est dans ce cas le microcontrôleur. Donc, je vais expliquer c'est quoi la signification de chaque mode. Donc, on sait que ces deux modes, ils configurent l'horloge. C'est pour clock. C, c'est pour la polarité d'horloge, et C, pour la phase de l'horloge. Donc, le premier bit, c'est pour la polarité. Qu'est-ce qu'il indique? Il indique l'état de l'horloge au repos. Ça veut dire, au repos, est-ce que l'horloge est à l'état 1 ou à l'état 0? Ou 0. Donc, pour le CPHA, pour la configuration de phase, donc il indique sur quel front on veut lire notre data, ou notre donnée. CPHA, c'est est-ce qu'on va faire l'échantillonnage ou la lecture ou la capture de l'information sur le front montant ou sur le front descendant. Donc c'est ça, en grosso modo, la signification de ces deux termes. Et en fonction de chaque combinaison de ces deux bits, on peut forcer l'état de l'horloge au repos et on peut forcer la transition sur laquelle on va lire notre donnée, que ça soit le front montant ou le front descendant. Donc, après avoir vu de manière générale et rapide le principe de fonctionnement du protocole SPI, je vais expliquer un peu l'application. Comme j'ai déjà dit au départ, l'application, c'est de contrôler un potentiomètre numérique à travers le protocole SPI par un microcontrôleur. Donc, et pour ce faire, on va utiliser le potentiomètre numérique de la référence suivante. Donc, le potentiomètre qu'on va utiliser, c'est le AD5206. Donc, AD, c'est la référence du constructeur. Donc, le constructeur, c'est Analog Device. Le 52, c'est la référence du composant. Le 06, il indique le nombre de canaux. Ça veut dire, dans ce composant, on a 6 canaux. Ça veut dire 6 résistances variables à la sortie. Donc, pour développer cette application, on aura besoin de 4 parties élémentaires. La première partie, bien sûr, c'est le microcontrôleur. Donc, le microcontrôleur, il va jouer dans cette application le rôle du maître, le master. Donc,
Pour le microcontrôleur, vous avez le choix d'utiliser n'importe quel microcontrôleur de n'importe quel constructeur. Vous pouvez utiliser soit le NXP, soit le ST microélectronique, soit le microchip, ou soit Atmel. Donc, dans cette application, pour des raisons de simplicité, donc je vais utiliser le Atmel et spécialement la carte Arduino. Donc, pour la carte Arduino, vous avez le choix, soit utiliser l'Arduino Uno, soit Mega, soit n'importe quelle référence. Donc, pour la connexion, on va bien sûr utiliser des fils et vous pouvez utiliser n'importe quel type de fil. Par exemple, dans ce cas, je vais utiliser des mâles-mâles, des mâles-femelles, etc. Et pour l'esclave, c'est le potentiomètre numérique AD5206. Donc, je vais connecter entre les deux par les 4 lignes du protocole SPI qui sont respectivement une ligne réservée pour le MOSI, une ligne réservée pour le MISO, une ligne réservée pour l'horloge et une ligne réservée pour la sélection de l'esclave. Donc, parfois, on peut trouver d'autres notations de ces lignes. Par exemple, on peut rencontrer dans la littérature ou dans d'autres documentations techniques le SDI et le SDO. C'est exactement la même chose, à part que SDI c'est pour Serial Data Input, Serial Data Output. Dans ce cas, le MOSI c'est l'équivalent de SDO côté maître et SDI côté esclave. Ça c'est SDI côté esclave. Ça veut dire que Master Output Slave Input c'est SDI et côté maître c'est SDO. Pour la deuxième ligne MISO, c'est exactement l'inverse. Côté esclave c'est SDO et côté maître c'est SDI. Pour le signal d'horloge, on a toujours le CLK ou SCL. Donc, ça dépend. Et pour la sélection de l'esclave, on a le SS bar. Donc, l'application qu'on va faire est la suivante. Donc, on va essayer de contrôler un potentiomètre numérique par un microcontrôleur incluant un contrôleur SPI bien sûr, via le protocole SPI à l'aide juste de 4 fils. Donc, pour l'application qu'on va faire à la fin, qu'on doit réaliser à la fin, c'est de pouvoir contrôler la valeur de tension à la sortie de 2 pins du composant AD5206. Donc, pour les applications, on peut par exemple utiliser ce projet ou cette application pour remplacer les potentiomètres mécaniques. On peut l'utiliser par exemple pour la variation du gain d'un montage amplificateur, par exemple pour changer la luminosité, ou par exemple parfois pour ajuster l'offset de manière numérique, ou dans un certain nombre d'applications qui n'est pas limité. Donc avant de passer vers la partie pratique, je vais essayer de vous expliquer un peu le principe de notre esclave ou de notre potentiomètre numérique, le AD5206. Comme j'ai déjà expliqué précédemment, le AD5206, c'est un potentiomètre, mais numérique. Ça veut dire qu'il possède au moins 3 sorties. Le A, c'est l'extrémité haute, le B, c'est l'extrémité basse, et le W, c'est la sortie curseur, ou c'est la sortie variable. Donc, puisqu'on a dans la référence 06, ça veut dire que nous avons 6 channels de sortie. Ça veut dire, avec ce composant-là, on peut contrôler 6 résistances ou 6 potentiomètres numériques. Donc, la valeur que j'ai choisie pour chaque channel, c'est le 10 kΩ. Donc, vous avez le choix entre 3 valeurs. Vous avez le 5 kg, vous avez le 10 kΩ.
vous avez le 50 kilo-ohm, et vous avez la plus grande valeur, c'est le 100 kilo-ohm. Donc moi, j'ai sélectionné le 10 kilo-ohm. Donc, maintenant, on passe vers la structure interne du périphérique AT5206. Donc, comme j'ai déjà expliqué, le AT5206, donc c'est un potentiomètre numérique à 6 canaux de sortie. Ça veut dire que je peux contrôler six potentiomètres variables de R1, R2 jusqu'à R6. C'est bon? Donc pour chaque sortie de chaque canal, on a trois broches. On a la broche A1, la broche B1 et la broche W1 pour la résistance R1. Ça, c'est la chaîne 1. Pour la chaîne 2, on a A2, B2 et W2. Donc, toujours le W2, c'est la sortie variable, c'est notre curseur. Le A1 et le B1, ou pardon, le A2 et le B2, ce sont les extrémités du potentiomètre. Et pour le R6, on a A6, B6, et on a le W6. Ça, c'est pour la chaîne 6. Donc, chaque potentiomètre, il est contrôlé à l'aide d'un convertisseur DAC. Ça veut dire un convertisseur numérique analogique. Ça, c'est pour RDAC 1. Donc, le convertisseur numérique analogique, il contrôle le potentiomètre afin de régler la valeur de la résistance entre le A1 et le W1. Donc, puisqu'on a 6 channels, on doit utiliser forcément 6 convertisseurs numériques analogiques jusqu'à le DAC 6. Donc, bien sûr, puisqu'on a 6 sorties, 6 channels, 6 chaînes de sortie, on a 6 convertisseurs numériques analogiques, on doit bien sûr contrôler l'adressage. Pour le contrôle de l'adressage, on a un décodeur d'adresse interne. C'est pour adresse décodeur. Donc, c'est quoi le rôle de ce décodeur d'adresse? Il permet de contrôler ou d'activer une sortie ou une chaîne voulue à partir d'une entrée de sélection. Donc, et puisqu'on a 6 chaînes, on aura besoin de 3 bits pour la sélection. Donc, 3 bits pour la sélection, ça veut dire c'est 2 à la puissance 3, c'est 8 possibilités. Donc, 8 possibilités et on a 6 chaînes. Donc, 6 inférieur à 8, donc 3. Elle est largement suffisante pour contrôler l'adressage dans ce circuit AT5206. Donc, pour le décodeur d'adresse, il possède comme entrée 3 lignes, le A0, le A1 et le A2. Donc, ce sont les entrées de sélection. Et il possède en sortie, bien sûr, 6 sorties de sélection. Donc, par exemple, pour sélectionner la première chaîne, ça veut dire la première résistance, on doit sélectionner le premier DAC. Et pour sélectionner le premier DAC, on doit utiliser le décodeur d'adresse. Et le décodeur d'adresse, il possède 3 entrées de sélection. Donc, 3 entrées de sélection, ça veut dire 8 possibilités, 8 combinaisons possibles. Ces 8 combinaisons sont
0,000,001 jusqu'à 1, 1, 1. Donc, pour sélectionner l'entrée, la résistance ou le potentiomètre numérique ou la chaîne 1, on doit mettre la première combinaison qui est 0. Pour sélectionner la deuxième, on doit mettre la deuxième combinaison. Et pour sélectionner la sixième chaîne, on doit utiliser la sixième combinaison. C'est bon? Donc, et bien sûr, puisque tout ce circuit est contrôlé par le protocole SPI, on doit avoir forcément un contrôleur SPI intégré dans le circuit. Et bien sûr, c'est l'étage d'entrée. Ça, c'est Serial Register. Un registre série ou tout simplement un contrôleur SPI. C'est le contrôleur de protocole. Donc, ce contrôleur de protocole, il est capable de décoder les entrées SPI, toutes les transactions SPI et les convertir en une combinaison d'adresses qui permet de sélectionner l'esclave. En plus de ça, il est capable de contrôler. Donc, je vais vous expliquer par la suite le rôle de chaque convertisseur numérique analogique. En plus du contrôle de décodeur d'adresse, il contrôle de manière séparée les 6 convertisseurs DAC afin de contrôler la valeur du potentiomètre à la sortie. Donc, j'ai oublié de vous dire que chaque convertisseur numérique analogique a une résolution de 8 bits. Ça veut dire 8 bits, on a 256 possibilités pour chaque potentiomètre. Donc ça, c'est la résolution de notre convertisseur DAC. Donc, en plus de ça, bien sûr, à l'entrée, qu'est-ce qu'on a? On a les lignes du protocole. Donc, on a une entrée pour la sélection du device. On a une entrée pour l'horloge, le CLK. On a une sortie pour SDO, c'est pour Serial Data Out, côté esclave. Et on a SDI. Ça, c'est l'équivalent de MOSI. Donc, et puisque le composant AD5206, il ne joue que le rôle d'un esclave, on va pas utiliser la ligne SDO. Il va juste exécuter les ordres du maître. Et pour cela, on doit utiliser juste l'entrée SDI ou l'entrée MOSI. Donc ça, c'est en grosso modo l'architecture interne. Donc, bien sûr, dans cette entrée, on a toutes les transactions SPI qui seront décodées par le registre série ou le contrôleur SPI, donc afin de générer deux types de contrôle. Donc, une sortie pour contrôler le registre d'adresse et une sortie à 8 bits pour contrôler les 6 convertisseurs numériques analogiques. Donc, chaque convertisseur numérique analogique, il va contrôler un potentiomètre associé. Donc, puisque nous avons vu que chaque convertisseur DAC a une résolution de 8 bits, ça veut dire on a 2 à la puissance 8 combinaisons possibles, c'est 256 combinaisons. Ça veut dire une variation de 0 à 255. Donc, cela implique que on a juste 256 possibilités pour contrôler le potentiomètre. Et pour chaque potentiomètre, on a 10 kΩ. Donc, pour contrôler ou pour trouver la résolution de notre résistance, on doit diviser la résistance totale sur le nombre de combinaisons possibles du convertisseur DAC. Et on a 10 kΩ sur 256, ça donne une valeur. J'ai pas encore calculé la valeur, mais cette valeur, c'est le pas de variation du potentiomètre numérique. C'est bon? Maintenant, je pense que j'ai terminé la partie hardware ou la partie qui explique l'architecture interne du composant AD5204.
je passe maintenant vers la transaction SPI. Donc, pour la transaction SPI, elle est très simple. Donc, comme nous avons déjà vu, on a deux informations que le contrôleur SPI doit décoder. Il doit décoder l'adresse, ça veut dire on doit sélectionner la chaîne de sortie allant de 1 jusqu'à 6. Et on peut, pour chaque chaîne sélectionnée, contrôler le RDAC ou le convertisseur digital numérique analogique associé, dont on a la résolution de 8 bits afin de contrôler la valeur de la résistance. Donc, on doit tout d'abord sélectionner la résistance, le potentiomètre, et juste après sélectionner la valeur du potentiomètre. Donc, cette valeur, c'est une combinaison entre 0 et 256, comme nous avons vu ici. Donc, pour ce faire, on doit utiliser 2 octets vers le contrôleur SPI de la D5206. Ces 2 octets sont respectivement, donc je vais essayer d'ajuster la caméra. Donc, le premier octet, c'est l'octet adresse, suivi du deuxième octet, qui est l'octet valeur. Donc, l'adresse, puisqu'on a 6 chaînes, l'adresse, il varie entre, donc ça c'est A0, A1, A2. Donc, les bits restants sont remplis par des zéros. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça c'est l'octet adresse, suivi de l'octet valeur. Donc, la valeur, bien sûr, c'est une valeur entre 0 et 255. Si on envoie, par exemple, pour un potentiomètre de 10 kg, si on envoie 255, c'est l'équivalent de quoi? De 10 kg. Si on envoie 0, c'est l'équivalent de 0, c'est 0 ohm. 255, c'est 10 kilo ohms. C'est la valeur maximale du potentiomètre. Et par exemple, si on prend une valeur milieu, 127, c'est l'équivalent de la moitié de la résistance. C'est 5 kilo ohms. Et comme ça, on peut varier la valeur du potentiomètre de sortie en agissant sur le deuxième octet de la transaction SPI. Donc, par la suite, on va utiliser un simulateur afin de pouvoir implémenter, tester et vérifier tout le fonctionnement que je viens d'expliquer dans cette partie. Donc, pour la partie simulation, on va utiliser, donc moi, personnellement, je préfère le logiciel Proteus. Donc, c'est une suite logicielle qui est dédiée spécialement pour la simulation, le test, le développement des circuits imprimés, des cartes électroniques. Donc, le Proteus. Pour moi, j'utilise la version la plus stable, c'est la version 8.5. Donc, pour les versions ultérieures, vous allez trouver des problèmes d'instabilité des bibliothèques que vous devrez installer par la suite. Moi, je vous conseille d'utiliser la version 8.5 ou une ancienne version. Pour les versions récentes, il y a des problèmes de stabilité que je vais essayer de vérifier par la suite avant de passer vers les versions récentes. Donc, le Proteus 8.5, c'est pour faire le schéma électronique pour la simulation. Et bien sûr, par la suite, pour réaliser vos circuits imprimés. Donc, pour la partie software, on va utiliser l'IDE Arduino. Donc, c'est le logiciel qui va nous permettre de développer notre partie software. Et bien sûr, pour interfacer entre ces deux, on doit installer une bibliothèque, une librairie Arduino. Donc, parce que la version de base du logiciel Proteus, il n'inclut pas cette librairie. Donc, la plateforme nécessaire pour le développement de la première application de l'utilisation du protocole CAN entre microcontrôleur et un potentiomètre numérique, c'est la suite Proteus 8.5, l'IDE Arduino et installer la librairie Arduino.
Donc, par la suite, je vais commencer par développer la partie schématique, donc le schéma électronique, suivi de la partie software, ça veut dire le développement du code, dans lequel on doit respecter, bien sûr, tout ce qu'on a vu dans la structure hardware et bien sûr, le format des trames SPI qu'on doit forcément respecter. Et après, on va utiliser ce qu'on appelle l'analyseur SPI afin d'analyser et d'étudier les transactions SPI et à la fin, utiliser un voltmètre numérique afin de vérifier la variation de la tension à la sortie. Donc, le schéma qu'on doit développer est le suivant. Donc, je vais utiliser une carte microcontrôleur. Donc, je vais utiliser exactement Arduino Uno. Donc, je vais utiliser, bien sûr, le potentiomètre numérique dont la référence est AD5206. Donc, pour la connexion, je vais utiliser les 4 fils, ou plutôt les 3 fils, puisque j'ai déjà expliqué que le AD52, ce potentiomètre, cet esclave, il va juste recevoir les ordres du maître. Donc, il va pas envoyer des informations vers le maître. Donc, on va utiliser juste 3 pins, qui sont le CLK, le SDI et le SS bar. Pour le SDO, on va pas l'utiliser. Et à la sortie, je vais connecter avec la chaîne 1, ça veut dire la chaîne 1, c'est A1, B1 et W1. Je vais connecter un voltmètre. Donc, pour le voltmètre, je dois connecter le A1 vers le 5 volts, le B1 vers le GNT, la masse, et bien sûr le voltmètre avec le curseur ou la sortie variable. C'est bon? Et je vais essayer d'envoyer des transactions SPI qui permettent de varier de manière linéaire la valeur de la tension à la sortie W1. Donc c'est ça en grosso modo l'application que je vais développer par la suite. Et on passe maintenant vers la partie développement du schéma électronique.